Le phénomène dont on va parler aujourd'hui s'appelle l'aberration stellaire. C'est la première preuve directe que la Terre tourne bien autour du Soleil. Et c'est aussi la preuve que les étoiles ne sont pas tout à fait là où vous les voyez. Comme la Terre est en mouvement, les rayons lumineux en provenance de l'étoile arrivent inclinés, de la même manière que la pluie s'incline quand vous vous déplacez. C'est ce qu'on appelle l'aberration stellaire et c'est James Bradley qui a découvert le phénomène. L'héliocentrisme, le fait que les planètes tournent autour du Soleil, commence à s'imposer dans les années 1720 grâce aux travaux de Copernic, Galilée et Newton. La plupart des scientifiques sont convaincus que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse, mais on attend toujours une preuve directe par l'observation. Entre alors en scène James Bradley, un scientifique anglais qui va faire des découvertes incroyables. Il va effectivement prouver que notre planète tourne autour du Soleil. Vous allez voir, il va partir sur une fausse piste, mais il va finir par réaliser une des observations les plus importantes de l'astronomie. Au passage, il va comprendre un mouvement subtil de la Terre, totalement inconnu à cette époque, qu'on appelle la nutation. Vous le savez peut-être, je suis prof de physique en prépa et à côté de ça, je fais un peu de recherche sur mon temps libre. L'enseignement et la recherche sont pour moi les moteurs de l'activité scientifique d'un pays. Et en France, en plus des universités, on a une structure qui fait la jonction parfaite entre recherche et enseignement, ce sont les écoles d'ingénieurs. À l'ISEN Méditerranée, là où j'enseigne, il y a toute une section de recherche qui permet aux élèves d'être au contact de l'innovation tout au long de leurs 5 années de formation. L'ISEN, c'est l'école des ingénieurs du numérique. Ce que vous voyez à l'écran, cybersécurité, objets connectés, etc., ce sont les options que les élèves choisissent en 4e année. Et ces options sont rattachées au laboratoire de recherche de l'ISEN. Dans le labo d'électronique, par exemple, les chercheurs miniaturisent des circuits pour baisser la consommation d'électricité. Ils font même de la nanoélectronique en créant des structures moléculaires auto-assemblées. Il y a un laboratoire e-santé pour l'application des technologies numériques au domaine médical. Un laboratoire sur les objets connectés, c'est l'Internet des objets, un domaine qui est en train d'exploser en ce moment. Un des exemples les plus connus, c'est la montre connectée qui vous permet d'analyser votre sommeil, votre activité physique, etc. Voilà, il y a d'autres laboratoires. Le mieux pour découvrir tout ça, c'est de venir aux journées portes ouvertes. D'ailleurs, je serai là pour la prochaine à Toulon, qui aura lieu le samedi 24 janvier. J'y représenterai la prépa MPSI-PSI. Les journées portes ouvertes, c'est le meilleur moyen pour choisir ses études. Vous allez pouvoir visiter le bâtiment, les labos de recherche justement, parler aux étudiants, leur demander comment ça se passe dans l'école. Vous allez rencontrer les enseignants qui pourront répondre à toutes vos questions. Et puis le fait d'être sur place, ça permet de ressentir l'ambiance du lieu et l'énergie de tous ces étudiants qui construisent leur avenir. Pour vous inscrire à cette journée, vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis en description. Merci à l'ISEN pour le sponsor et retour à la vidéo. Si vous tendez votre main devant vous face à un mur avec une magnifique tapisserie et que vous fermez l'œil droit, vous voyez la main au niveau d'un certain élément du mur. Maintenant, gardez la main au même endroit, ouvrez l'œil droit et fermez l'œil gauche. La main n'a pas bougé et pourtant vous la voyez au niveau d'un autre élément du mur. C'est ce qu'on appelle la parallaxe. C'est dû au fait que l'œil droit et l'œil gauche sont à des endroits différents. Et d'ailleurs, pour voir un effet de parallaxe, pas besoin de 2 yeux. Vous pouvez observer votre main uniquement avec l'œil droit. Si vous gardez la main au même endroit et que vous bougez la tête, vous allez voir la main bouger par rapport au mur. Et observation importante, ça va nous servir juste après, plus votre main est proche de vous et plus l'effet est important. Si vous faites ça avec un objet très éloigné, vous n'allez quasiment pas voir de parallaxe. Maintenant, remplaçons votre œil par un télescope sur Terre, votre main par une étoile proche et le mur par le fond étoilé, donc par les étoiles lointaines. Ces étoiles sont trop lointaines pour que la parallaxe affecte leur position apparente. Peu importe le mouvement de la Terre, on ne va jamais les voir bouger. Par contre, l'étoile proche va subir la parallaxe due au mouvement de la Terre, de la même manière que la main subissait une parallaxe à cause du mouvement de votre œil. Partant de ce principe, Bradley va donc chercher à mesurer la parallaxe d'une étoile qui est aujourd'hui une des plus célèbres de l'astronomie, l'étoile Gamma Draconis. Et vous allez voir, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Gamma Draconis, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Dragon. On le sait aujourd'hui, elle est située à 154 années-lumière de nous. Pour une étoile, c'est assez proche,
parfait pour mesurer la parallaxe. Ça permettrait de prouver définitivement le modèle héliocentrique, le fait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Et en bonus, ça permettrait aussi de mesurer la distance des étoiles. On part donc de l'hypothèse que la Terre tourne autour du Soleil dans un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique. Pour simplifier, on va considérer une étoile à la verticale du plan de l'écliptique. Sur le schéma, au mois de janvier, la Terre est à droite dans sa révolution autour du Soleil et on projette l'image de Gamma Draconis sur le fond étoilé. Sur le schéma, les petites étoiles en arrière-plan, ce sont des étoiles très éloignées qui ne sont pas affectées par l'effet de parallaxe, par le mouvement de la Terre. Quand vous regardez votre main uniquement avec l'œil droit, si vous bougez la tête à droite, l'image de la main est projetée plus à gauche. Et si vous bougez la tête à gauche, l'image de la main est projetée plus à droite. À chaque fois, la projection se fait dans la direction opposée de l'observateur. Donc au mois de janvier, la Terre est à droite du schéma, ce qui projette l'étoile à gauche. Au mois d'avril, la Terre est derrière, ce qui projette l'étoile devant. Au mois de juillet, la Terre est à gauche, ce qui projette l'étoile à droite, et au mois d'avril, la Terre est devant, ce qui projette l'étoile derrière. Bien sûr, le schéma n'est pas du tout à l'échelle. Gamma Draconis est à 154 années-lumière de nous. La distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres, donc seulement 0,0000158 années-lumière. C'est 10 millions de fois plus petit. Ça donne un angle tellement petit que pour le mesurer, on n'utilise pas les degrés, mais ce qu'on appelle les secondes d'arc. Voici la recette pour obtenir un angle d'une seconde d'arc. Prenez un petit objet d'une taille de 1,7 cm, par exemple une pièce de monnaie, placez l'objet à 1 mètre de vos yeux, ça définit un angle d'1 degré. Ensuite, découpez cet angle en 60, vous obtenez une minute d'arc. Il y a 60 minutes dans une heure, de la même manière, il y a 60 minutes d'arc dans 1 degré. Et au final, redécoupez une minute d'arc à nouveau en 60 et c'est gagné, vous venez d'obtenir une seconde d'arc. C'est vraiment un tout petit angle, ça correspond à un objet de 5 mm vu depuis une distance d'1 km. La Lune a une taille dans le ciel de 30 minutes d'arc, donc la moitié d'un degré. Vénus, c'est maximum 1 minute d'arc. Mars, c'est entre 4 et 25 secondes d'arc. Et bien l'angle de parallaxe que Bradley devait mesurer, c'est 0,02 secondes d'arc. Autant vous dire qu'il fallait y aller avec des instruments de grande précision. À l'époque, Bradley ne sait pas exactement quel angle il va trouver. Il utilise un télescope extrêmement stable de quasiment 4 mètres de haut. Il le pointe dans la direction de Gamma Draconis. Il fait ça à plusieurs moments de l'année et il se rend compte qu'il y a effectivement un mouvement apparent de l'étoile. Mais, il y a un mais. Vous allez voir. Donc déjà, il observe quelque chose de très important. L'angle de visée change d'un mois à l'autre. L'étoile Gamma Draconis n'est pas fixe dans le fond étoilé. On fait en sorte d'une mesure à l'autre de maintenir fixes les étoiles très lointaines, le fond étoilé. Et bien devant ce fond étoilé, l'étoile Gamma Draconis n'est pas fixe. Sauf que, et c'est là que les ennuis arrivent, au lieu de trouver 0,02 secondes d'arc, nous on sait aujourd'hui qu'il doit trouver ça, il mesure un angle beaucoup plus grand, il mesure 20 secondes d'arc. Ça reste tout petit, c'est impossible à voir à l'œil nu, mais c'est 1000 fois plus grand que prévu. À l'époque, il ne sait pas à quelle distance est Gamma Draconis, donc 20 secondes d'arc, ok, pourquoi pas, ça voudrait dire que l'étoile est assez proche. Mais il y a un problème beaucoup plus important. On l'a vu sur le schéma, au mois de janvier, la Terre est à droite, ce qui projette normalement l'étoile à gauche, si le mouvement est dû à la parallaxe. Le problème, c'est qu'au mois de janvier, l'image apparente de Gamma Draconis n'est pas à gauche, mais derrière. Je l'ai représenté ici avec l'étoile rouge. Si le mouvement apparent de Gamma Draconis était causé par la parallaxe, on devrait observer son image au bout du trait orange. Or, ce que Bradley observe, c'est la position que j'ai repérée par l'étoile rouge. Vous le voyez ici, tout le long de l'année, il y a un décalage systématique d'un quart de tour entre ce qui est prévu par la parallaxe et ce qui est observé. La conclusion est sans appel, le mouvement que Bradley observe n'est pas causé par la parallaxe, il faut trouver une autre explication.
La rotation de la Terre peut se décomposer en 3 mouvements. Le premier, c'est la rotation simple de la Terre autour de son axe. Le second, c'est la précession. On en a parlé dans la vidéo sur l'iceberg de l'univers. L'axe de la Terre pointe vers l'étoile Polaris, ce qui indique le nord en ce moment, mais cette direction tourne sur plusieurs milliers d'années, un peu comme la précession d'une toupie. Le troisième mouvement, c'est ce qu'on appelle la nutation. En plus du grand cercle de précession parcouru très lentement, l'axe oscille très légèrement à cause de la Lune. Donc Bradley se demande d'abord si le mouvement bizarre qu'il a observé ne serait pas dû à la nutation. Il va vite abandonner cette hypothèse parce que la nutation a une période d'un peu moins de 19 ans, alors que le mouvement apparent de Gamma Draconis a une période d'1 an exactement. Donc ce n'est pas la parallaxe, on l'a vu avant, ce n'est pas non plus la nutation, et la période du mouvement apparent de Gamma Draconis est exactement d'1 année. Donc c'est forcément causé par la révolution de la Terre autour du Soleil. La légende raconte que Bradley a pris un jour un bateau et a remarqué un phénomène bien connu des marins. Lorsqu'on érige un drapeau en haut du mât, son orientation dépend du sens du vent, bien sûr, mais également de la vitesse du bateau. Bradley se demande alors si la clé de son énigme ne résiderait pas dans la vitesse de la Terre. Et effectivement, la parallaxe n'explique pas le mouvement apparent de Gamma Draconis, parce que la parallaxe dépend de la position de la Terre. Ici, la direction de Gamma Draconis, repérée par l'étoile rouge sur le schéma, est en fait directement reliée à la vitesse de la Terre. C'est le phénomène d'aberration stellaire et c'est la preuve que la Terre tourne autour du Soleil. Si une étoile est fixe pile au-dessus de votre tête, le mouvement de la Terre autour du Soleil va décaler l'angle du rayon lumineux perçu. Et ce décalage a lieu dans le même sens que le mouvement de la Terre, ici vers la droite. Si vous avez pris le train sous la pluie, vous avez déjà observé un phénomène similaire. Si la pluie tombe à la verticale et que le train va suffisamment vite, vous aurez l'impression, depuis le train, que les gouttes tombent en diagonale. La goutte passe au niveau du haut du train au point A et au niveau du bas du train au point B. La pluie tombe bien verticalement par rapport au sol, mais comme le train a avancé entre les deux événements, les points A et B ne sont pas au même niveau du point de vue du train. Pour vous qui êtes dans le train, la pluie tombe en diagonale. Et bien pour la lumière, c'est pareil. Si l'étoile est pile au-dessus de votre tête, les rayons lumineux tombent entre guillemets à la verticale, mais si la Terre avance vers la droite, vous aurez l'impression que la lumière vient d'une ligne penchée en diagonale sur la droite. Et si la Terre avance vers la gauche, vous aurez l'impression que les rayons sont penchés vers la gauche. Dans les deux cas, vous avez l'impression que les rayons arrivent de la diagonale au lieu de la verticale. Donc il y a une illusion. Vous observez l'image dans une direction diagonale, alors que l'étoile est pile au-dessus de vous, à la verticale. Et à chaque fois, l'image est décalée dans le même sens que le mouvement. Maintenant, reprenons l'exemple de Gamma Draconis. En janvier, la Terre est à droite, mais ça c'est la position, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la vitesse. Et sur le schéma, en janvier, la Terre va vers l'arrière. On l'a dit, l'image est toujours décalée dans le même sens que le mouvement. L'aberration de la lumière décale donc l'image vers l'arrière dans le même sens que la vitesse de la Terre. 3 mois plus tard, la vitesse de la Terre est dirigée vers la gauche. Vous voyez, l'étoile rouge est décalée sur la gauche. Encore 3 mois plus tard, la Terre vient vers nous. L'image de l'étoile est vers nous. Et encore 3 mois plus tard, la vitesse de la Terre va vers la droite. Et l'étoile rouge qui symbolise ce que Bradley a observé, cette étoile rouge est vers la droite. Ce qui importe, ce n'est pas la position de la Terre, c'est sa vitesse. Ici, pour simplifier, on a pris l'exemple d'une étoile dans une direction orthogonale au plan de l'écliptique, au plan qui contient la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Dans ce cas-là, le phénomène d'aberration fait que vous ne voyez pas l'étoile exactement là où elle est. Au lieu de ça, vous la voyez décalée sur un cercle. Et ce cercle est parcouru en 1 année exactement. Quand l'étoile observée n'est pas orthogonale au plan de l'écliptique, vous voyez l'étoile sur une ellipse.
Plus l'étoile est proche de l'écliptique et plus l'ellipse s'aplatit. Et si l'étoile est pile dans le plan de l'écliptique, vous voyez l'étoile sur un segment. Si je prends l'exemple de l'ellipse, vous ne voyez jamais l'étoile au bon endroit. Sa position réelle est au centre et vous la voyez tourner en ellipse avec un petit décalage de quelques secondes d'arc. Cet écart existe à cause de l'aberration stellaire, à cause de la vitesse de la Terre autour du Soleil. Et que ce soit un cercle, une ellipse ou un segment, le décalage a une période d'1 an exactement. Ça prouve que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Si on habitait sur le Soleil, on ne verrait pas d'aberration, ou alors un mouvement sur une période d'1 jour, pas du tout sur une période d'1 an. C'est parce qu'on est en mouvement autour du Soleil qu'on observe l'aberration stellaire. Bradley voulait prouver que la Terre tourne autour du Soleil en observant la parallaxe, due à la position, mais c'est le phénomène d'aberration stellaire dû à la vitesse qu'il détecte. Donc il arrive à ses fins, mais pas de la manière qu'il avait imaginée au début. Comme quoi, quand on fait fausse route, on peut quand même faire un beau voyage. La parallaxe, c'est un effet qui existe. Pour Gamma Draconis, elle vaut 0,02 secondes d'arc. Donc c'est beaucoup plus petit que les 20 secondes d'arc de l'aberration stellaire, et ce ne sera détecté qu'1 siècle plus tard. C'est la première preuve historique directe que la Terre tourne autour du Soleil. Et au passage, Bradley prouve également que les étoiles ne sont pas exactement là où on les observe. Il y a un léger décalage dû à l'aberration stellaire. Je vais finir en vous posant une petite énigme. Ce qu'on observe, c'est que l'aberration stellaire dépend de la vitesse de la Terre, mais jamais de la vitesse de l'étoile observée, de la vitesse de Gamma Draconis par exemple. L'ellipse qu'on voit ne dépend jamais de la vitesse de l'étoile, uniquement de la vitesse de l'observateur. Mais là, on pourrait se dire, ok, bien sûr, la Terre se déplace, mais le système solaire, il se déplace aussi dans la galaxie et dans l'univers. D'ailleurs, la vitesse de la Terre autour du Soleil, c'est 30 km par seconde. La vitesse du Soleil par rapport au fond diffus cosmologique, la lumière du Big Bang, c'est 369 km par seconde. Est-ce qu'il faut prendre en compte cette vitesse du Soleil pour connaître la position réelle des étoiles? Et puis, une vitesse, c'est relatif. Pourquoi est-ce qu'on prendrait la vitesse par rapport au Soleil, par rapport au référentiel du Soleil, et pas par rapport à un autre? On sait en relativité que les phénomènes observés ne dépendent pas du référentiel galiléen qu'on a choisi. Donc il y a peut-être un petit problème là. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui est bien compatible avec la relativité. Mais là, on a quand même un phénomène qui ne dépend que de la vitesse de l'observateur, mais pas de l'étoile. A priori, c'est bizarre. Je vous laisse réfléchir à ça si ça vous amuse. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez soutenir Livre et Science, mettez un pouce vers le haut. Et si vous aimez le thème de l'espace, je vous propose cette autre vidéo de la chaîne sur les rayons cosmiques. En attendant, portez-vous bien et que la science soit avec vous.